Et du coup, moi, je vais te demander affichage. Moi, je fais pareil là-dessus, moi. Pourquoi je suis pas possible de monter? J'ai juste affichage et quitter. Attends, là. Comment c'est possible? Je t'ai invité. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Donc attends, je vais faire avec un truc qui va me cacher derrière. Bon. J'invite tout le monde à participer. J'invite tout le monde à participer. T'as eu la possibilité d'inviter? Bah justement, je les invite un par un. Ok. Normalement, ils sont censés. Si t'as pas cliqué, ils sont pas dedans, c'est ça? Et ils peuvent pas participer. Ah, je pense qu'en fait, ils peuvent voir, mais ils participent. Exactement. Bah, J'invite à participer tout le monde. Mais là, je pense qu'ils t'entendent en fait. Tu peux demander s'ils sont là. Bonjour. Ouais, Cindy est en train de taper, je pense qu'ils nous entendent. Attends, moi, je prends le micro. Je prendrai le micro quand tu m'auras passé la main. Bah c'est bon. Hein. Ouais, mais en fait, ils m'ont passer la main. Ouais, ils m'ont levé la main et à passer sur. Bonjour à tous. Je vois bien l'écran webinaire et la caméra. Merci Cindy, c'est très utile sans se poser la question. Je coupe mon micro. Ok. Attends, Julie, toi ton micro est coupé, tu parles sur le micro de. En fait, je parlerai quand tu as fini l'intérieur. Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous. Je pense que tout le monde est connecté. Donc, oui. Surprise, ce n'est plus Simon. Donc, moi, c'est Margot. Et du coup, je prends la place de Simon. Et aujourd'hui, du coup, on va vous parler donc, du programme gestion de poids, où du coup, on a invité des médecins généralistes et des nutritionnistes pour que vous vous rencontriez et découvriez le programme que Julie va vous présenter. Alors, apparemment, on ne peut participer. Si, vous pouvez participer. Alors, je prends le micro si tu veux. Alors, normalement, vous pouvez participer. Toc. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. On a fait un échange de micro. Mais la participation, il faut lever la main et qu'on fasse montrer Sinon, on part sur ton micro. Ouais, j'arrive pas. Si vous nous entendez, c'est bien. Hop, je range tout, je repars tout. Yes, là, normalement, c'est bon. Est-ce que vous nous réentendez bien? Est-ce que vous m'entendez si je vous parle là? Top, merci Cindy, c'est vraiment aidant. Oui, donc ce que je disais, c'est que la participation, en fait, vous pouvez lever la main et quand vous levez la main, on vous fait passer en mode caméra vidéo. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que j'ai quelques slides à vous proposer pour pouvoir vous expliquer la raison de ce programme, pourquoi on vous propose de vous en parler, etc. Et on garde les questions pour après. Mais si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez les écrire sur le chat ou sur le petit onglet questions qui est en bas à droite. Et en fonction de la volonté que tout le monde a de faire monter cette question, elle passe en priorité. Donc, c'est un peu comme vous voulez. Donc, soit vous attendez, soit vous posez votre question par écrit. On prendra quelques instants pour les poser et les discuter. Si ça ne vous ennuie pas, on va démarrer maintenant parce que pour ne pas vous tenir trop longtemps, sachant que le sujet est quand même un petit peu dense. Donc, on va essayer de faire digeste et pas trop long. Donc, je te laisse passer à la slide d'après, s'il te plaît. Donc, je vais juste vous faire, là c'est une overview, une vue d'ensemble de ce dont je vais vous parler et la raison pour laquelle on est en train de mettre en place ce programme et puis ce que ça implique pour les patients et les médecins les patients qui vont souscrire au programme et les médecins qui voudront profiter de ce genre de soutien à la téléconsultation. Donc voilà, la première, c'est très bien. Donc, juste pour vous rappeler pourquoi c'est un sujet, je pense que c'est une évidence pour tout le monde, mais parfois des chiffres, ça peut aussi replacer
relativiser justement l'importance. Donc, c'est 4% des enfants et des adolescents qui sont obèses. Alors, je suis pédiatre, ça me touche particulièrement, mais c'est aussi 18% des adultes avec des obésités qui sont de grade 2 à plus de 35 DMC pour 5%. Donc, c'est quand même énorme comme volume. Et là-dessus, quand on considère et l'obésité et le surpoids pour les adultes, c'est quasiment 1 sur 2, ce qui est quand même, là encore, un énorme problème de santé publique avec les conséquences que vous connaissez de comorbidité. Avec cette prévalence qui augmente au fur et à mesure du temps, alors reste sur la slide avant, s'il te plaît, qui augmente au fur et à mesure du temps. Et puis, vous voyez aussi, vous allez voir sur la slide après, il y a une différence entre la répartition géographique entre le nord de la France et puis d'autres départements qui font que c'est un problème qui est plus ou moins lié aussi à des contextes socio-économiques, à des contextes d'emploi, etc. C'est de fait 4 fois plus fréquent chez les personnes qui ont des catégories socio-professionnelles les moins favorisées. Et c'est aussi, dans ce sens-là, important pour nous, soignants, de savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire que effectivement, il faut avoir un vocabulaire et une considération pour cet environnement socio-économique particulier pour cette population qui sont en obésité, en surpoids. Si je veux passer à la slide d'après. Donc là, vous voyez justement la répartition géographique. Donc, il y a une espèce de bataille, entre guillemets, entre le Nord et le centre Val-de-Loire, qui sont quand même sensiblement au même niveau. La Normandie, elle est quand même pas mal aussi élevée. Et puis, quand on descend vers le Sud, c'est un petit peu moins élevé. Enfin, ça reste quand même très, très, très élevé. Et on a le détail des obésités sur les indices de masse corporelle et les proportions que ça représente sur la droite. Slide suivante. Donc, du coup, l'obésité, vous le savez déjà, vous l'avez sûrement vu dans vos études. Alors, tous n'avaient pas forcément besoin de ce rafraîchissement, parce qu'évidemment, ceux pour lesquels c'est quelque chose qui est du quotidien, vous aurez juste un redite, mais peut-être qu'il y a certains éléments qui sont peut-être moins frais ou qui sont moins actualisés pour certains. Donc, c'est vraiment multifactoriel, l'obésité, et toutes les ambitions qui se résument à une seule façon de les prendre en charge, que ce soit le régime, que ce soit l'activité physique, que ce soit la prise en charge psy, que ce soit des traitements, individuellement, ça a beaucoup moins de chances de succès que si on prend le problème dans son ensemble. C'est donc multifactoriel et de fait complexe parce que ça demande aux soignants de pouvoir attaquer par tous les côtés. Vous savez aussi que ce n'est pas reconnu comme une maladie, que ce qui est reconnu, c'est les complications de l'obésité. Et donc ça, c'est un problème en termes de prise en charge, puisqu'on parle d'une CSP qui est plutôt, d'une catégorie socio-professionnelle qui est plutôt basse, donc avec des revenus qui peuvent allouer à leur prise en charge qui ne sont pas si importantes. Donc l'ALD serait quand même quelque chose de pertinent. Et il me semble que les discussions commencent à progresser sur ce sujet, mais a priori encore pour aujourd'hui, ça n'est pas une maladie, une affection longue durée avec la prise en charge 100% qui va avec, même si l'OMS l'a déjà reconnu depuis bien longtemps. Donc ça a à la fois un important impact sur la qualité de vie, mais ça a aussi un important impact sur l'espérance de vie, notamment par les autres maladies que ça entraîne, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les problèmes ostéo-articulaires, etc. Et pour rappel, pour ceux pour qui ce n'est pas une évidence, l'HAS, depuis 2022, a différencié les prises en charge en fonction des 3 niveaux d'obésité. Le niveau 1 qui permet une prise en charge, alors, vous verrez par rapport au CMC, le niveau 1 qui autorise une prise en charge par le médecin traitant pour des situations non complexes, le niveau 2 qui demande à des spécialistes de l'obésité, nutritionnistes endocrinos, et le niveau 3 qui demande une prise en charge par des centres spécialisés d'obésité, dont vous connaissez peut-être l'existence. Ils sont au nombre de 37, je vous ai mis la carte à côté qui doit être, je crois, actualisée. Et ces centres spécialisés d'obésité, lorsqu'on discute avec certains d'entre eux, ils nous disent, en fait, le problème, c'est que nous, les patients, ne sont pas forcément bien adressés, donc on n'a pas forcément ceux qui nous concernent qui nous sont adressés, donc ça fait un embouteillage pour ceux qui devraient. Et puis après, on a un problème de relais vers la ville, c'est-à-dire que lorsqu'on amorce des prises en charge, s'il n'y a pas de relais par les médecins en ville, c'est moins efficace et c'est leur problématique. Donc, ça contribue à expliquer pourquoi on a cette ambition, nous, sur CARE, vu qu'on a une action qui est quand même assez large sur la France entière. Je laisse passer la slide d'après. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? C'est aussi parce que, comme ça n'est pas une maladie, comme ce n'est pas très bien reconnu, pas très bien cadré, il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui peuvent circuler, et pas seulement dans la population générale, il y a aussi dans le milieu médical, et c'est assez
impressionnant. On a retrouvé une thèse de médecine, dont je vous ai donné la copie d'écran à droite, qui évaluait justement la façon dont les patients en situation d'obésité se sentaient perçus dans le milieu médical. Et c'est quand même assez étonnant qu'il y ait une telle grossophobie, c'est comme ça qu'on appelle, et notamment, pas seulement sur des termes, parce que les termes, c'est aussi un élément d'expression de grossophobie, mais aussi par le fait qu'il y a un équipement qui n'est pas adapté. Du coup, les patients se sentent exclus, que ce soit le fait d'une salle d'attente avec des chaises qui ont des accoudoirs dans lesquels ils ne peuvent pas s'asseoir, que ce soit des tables qui soient trop étroites, que ce soit des brassards à tension qui ne soient pas adaptés. Et ça les renvoie dans une forme de stigmatisation d'une différence qui n'est pas bien vécue. Et ça participe de cette sensation de non-accueil, y compris dans le monde des soignants. Le manque de connaissances, et c'est la raison pour laquelle on a la proposition que fait CARE, c'est de proposer à ceux qui veulent se joindre à nous dans cette ambition de mieux prendre en charge l'obésité grâce à la téléconsultation. On propose une formation pour actualiser les connaissances grâce à un partenaire qui s'appelle Nuvi, qui normalement est une formation payante qu'on offre gratuitement pour les médecins qui veulent travailler avec nous. Donc les connaissances sur l'obésité, c'est quand même quelque chose de spécifique. Je ne sais pas, selon les époques de vos formations, vous avez plus ou moins un souvenir d'avoir eu plus ou moins d'heures de cours en rapport avec ces spécificités. Donc, il y a quand même un sujet sur la formation des professionnels. Je vous donne un exemple très précis. Il y a des pathologies associées à l'obésité comme le lymphœdème qui sont très méconnues. Le lymphœdème, c'est une maladie inflammatoire qui se localise notamment au membre inférieur, qui donne une situation d'obésité, mais qui ne se prend pas du tout en charge comme le reste. Et c'est très méconnu. Et il y a des patientes qui, lorsqu'elles ont eu cette identification d'étiologie, se voient rembarrées par certains médecins qui disent « Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Parce qu'ils ne le connaissent pas, considèrent que ça n'existe pas. Et c'est la preuve qu'une méconnaissance des situations d'obésité peuvent être délétères pour les patients. Et puis évidemment, les préjugés, les comportements, mais ça, malheureusement, ce n'est pas spécifique aux médecins. C'est dans la population générale, mais c'est un peu plus inacceptable de la part de soignants, avec des termes, selon la thèse qui avait été proposée, de paternalisme, de dévalorisation, d'absence d'empathie, voire de mépris. Donc, au final, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Mis à part que ça provoque colère, honte, culpabilité, découragement chez les patients, c'est surtout que ça peut les éloigner du soin et les mettre en retrait avec des retards de diagnostic et des ruptures de prise en charge, voire des renonciations. Donc, ce n'est pas anodin, et c'est pour ça que lorsqu'on a cette démarche de faire un webinaire, c'est aussi pour sensibiliser les médecins qui veulent travailler avec nous. On avait la chance l'année dernière d'avoir fait un webinaire avec Anne-Sophie Joly, qui est la présidente du CNAO, qui est la Confédération nationale des associations d'obèses. Donc, ce webinaire est encore disponible sur CareLinks, on pourra vous remettre le lien, qui était tout à fait passionnant, où elle expliquait un peu le vécu des patients et la façon dont c'était plus ou moins bien de comprendre leurs problématiques pour mieux les aborder. Je te laisse passer à la slide d'après. Alors, juste pour rappeler les grandes lignes, mais là, évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous êtes au fait, donc je ne vais pas m'appesantir dessus, mais l'évaluation de l'obésité, elle est assez large. Il faut questionner sur l'historique de poids et notamment sur l'historique d'évolution du poids. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une petite courbe. Dater cette prise de poids, voir s'il y a eu des variations et le retentissement de cette historique de poids sur tous les autres paramètres du quotidien, de la santé mentale, etc. L'évaluation anthropométrique est évidente. Ce n'est pas seulement le poids et la taille, c'est aussi le tour de taille pour pouvoir distinguer l'obésité gynoïde et l'obésité androïde qui n'ont pas les mêmes effets, les mêmes comorbidités. Et puis l'évaluation du retentissement psychologique ou psychiatrique qui peuvent être des freins dans l'amorce de la prise en charge ou des éléments sur lesquels, en tout cas, il faudra travailler, que ce soit sur le mal-être, l'anxiété, l'estime de soi, mais également, de fait, sur le comportement alimentaire qui peut être une sorte de solution à trouver pour pallier à des problèmes psychologiques. Je laisse passer à celle d'après. Donc, au début, on va évaluer les causes. Donc, il y a des causes qui sont identifiables, que ce soit médicamenteuses, génétiques, hormonales, le lipœdème dont je parlais. Et puis, il faut évaluer également les comorbidités, parce que forcément, il faut aussi prendre en charge ces comorbidités. Et l'objectif de perte de poids est plus facile à accepter pour un patient quand il comprend que les comorbidités dont il souffre sont provoquées et accentuées par ce poids élevé. Donc, les facteurs de risque cardiovasculaires, les complications métaboliques, pulmonaires, musculo-squelettiques, digestives, tout ce que vous voulez. Cutanéo-muqueuse, c'est important aussi, beaucoup de mycoses dans ces situations d'obésité.
Et puis, faire comprendre aussi aux patients que la situation d'obésité les met plus à risque aussi de développer certains cancers. Et de fait, là encore, ça peut être un élément déclencheur de cette action de lutte contre le surpoids. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on dépiste. Et puis, discuter des choix thérapeutiques qui existent, que ce soit médicamenteux ou non, chirurgical ou non, etc. Ensuite, le fait de parler de tout ça, il faut quand même essayer d'évaluer la motivation et jusqu'où le patient se sent prêt à modifier son mode de vie et voir comment il accepte d'aborder le sujet, parce que ça peut se faire par différentes étapes. Ça peut commencer modestement et avec la motivation, la motivation peut venir avec le temps et les premiers résultats. Donc, ne pas hésiter à aborder ce sujet, écouter, reformuler et résumer pour que le patient ait bien compris la façon dont on envisage ce travail collaboratif. C'est une alliance thérapeutique avec des objectifs à définir et des objectifs qui soient atteignables et ne pas vivre dans un fantasme ou d'une baguette magique qui les rendrait immédiatement dans une situation d'absence de surpoids. Donc, je laisse passer à la slide. Nous avons juste une question, docteur Cindy Richard. Est-ce qu'il y aura des fiches reco ou questionnaires pour les consultations sur CARE? Vous allez voir qu'on a fait beaucoup plus que ça et on va vous expliquer en quoi ça va vous être utile, mais merci pour l'occasion de teaser. Alors, j'avance sur ces sujets parce que vous allez voir un peu ce qu'on a fait après. Donc, il faut donc initier des modifications du mode de vie en travaillant sur l'aspect estime de soi, évaluer aussi le soutien socio-familial qui permet aux patients d'être encadrés et soutenus, discuter de l'activité physique et surtout, là aussi, se fixer des objectifs atteignables parce que c'est vraiment... les patients pensent qu'il faut tout ou rien et en fait, il y a des niveaux intermédiaires qui peuvent être tout à fait accessibles. Et puis, si besoin, les faire accompagner par des kinés ou par des éducateurs en activité physique adaptée. Travailler aussi sur l'alimentation, mais pas que. L'alimentation, c'est un sujet, mais ça n'est certainement pas celui qui résume la totalité de la prise en charge. Je laisse passer à la slide d'après. Et puis voilà, déstigmatiser, et travailler sur ces modifications d'habitude de vie, et puis travailler aussi sur la façon qu'ils ont d'accéder aux soignants, d'accéder aux différents acteurs du parcours de soins pour eux, et voir comment on va pouvoir faire avec ce à quoi ils ont accès, et voilà, essayer d'avoir une vision multidimensionnelle. Alors, le programme qu'on fait sur CARE et qu'on est en train de mettre en place et qu'on va mettre en place pour mi-juin, je te laisse passer la slide d'après, il est destiné à des patients en situation d'obésité, c'est-à-dire avec des IMC de plus de 30. Mais évidemment, on ne va pas exclure des gens qui sont à des IMC 27, 28, 29. C'est évident, on n'exclut personne. Mais c'est vraiment ces patients qui sont le plus dans la complexité de cette obésité et qui, de fait, sont potentiellement ceux qui ont le plus de mal à se déplacer et potentiellement ceux qui sont les plus à même de trouver une solution par la téléconsultation. Évidemment, la téléconsultation en complément du présentiel, on ne le dira jamais assez. Il faut vraiment ne pas hésiter à renvoyer au présentiel et à apparaître comme un complément. Quel est notre objectif? C'est d'aider les patients à atteindre leur objectif d'amélioration de qualité de vie et d'amélioration de santé en venant en soutien aux consultations présentielles et aux téléconsultations. Et d'un autre côté, aider aussi les médecins dans le suivi de ces patients. Voilà. En fait, notre action à nous, c'est à travers ce programme, venir en soutien à ce que vous faites vous, sur CARE, mais aussi pour les médecins qui sont en présentiel, parce que l'objectif, c'est d'avoir une prise en charge qui soit complète et pertinente. Évidemment, le patient doit adhérer au programme et montrer une certaine motivation à ce programme, parce qu'il faut une forme d'engagement, parce qu'on ne pourra pas le faire contre lui, on ne peut pas le faire sans lui, et il va évidemment devoir en informer son médecin traitant ou médecin de téléconsultation avec lequel il va s'engager. On démarre à partir du lundi 16 juin, et le programme a vocation à durer 6 mois à la fois. Évidemment, on ne va pas s'arrêter nous au bout de 6 mois, mais en tout cas, quand le patient s'engage, on va lui demander s'il est prêt à s'engager pour 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce qu'on sait que 6 mois, c'est une période suffisante pour évaluer l'efficacité, par exemple, de modification des habitudes de vie, éventuellement de démarrer s'il y a besoin des traitements de type analogue de GLP-1. Et c'est aussi une durée qui donne une échéance raisonnable. C'est-à-dire que si on a demandé de s'engager pour 2 ans ou 10 ans, c'est évidemment inaccessible. Pour 1 mois, c'est sans rationnel par rapport à ce qu'on est capable de faire dans une prise en charge d'obésité. Donc, c'est un juste milieu. Et ils ont la possibilité de se rétracter le premier mois, évidemment, si jamais ils trouvent qu'ils n'y arriveront pas ou que ça ne sera pas faisable pour eux. Et donc, c'est un programme qui est individuel. Alors, pour l'instant, pas très personnalisé, mais au fur et à mesure, on le personnalisera de plus en plus.
Donc, les grandes lignes, c'est qu'on va associer l'expertise médicale des soignants qui vont s'occuper d'eux, que ce soit vous notamment, mais aussi un coaching qu'on fait nous à travers le programme de différentes façons. Ça combine à la fois des plans d'action quotidiennes, c'est-à-dire que chaque jour, sur leur app, ils ont soit des informations, soit des questionnaires, soit des petites actions à mettre en place sur le plan nutrition, sur le plan de l'activité physique adaptée. Et puis, on a vraiment une volonté d'avoir un rôle d'éducation et de meilleure compréhension des problèmes de surpoids et d'obésité et des complications. Et donc, on vient en soutien de cette prise en charge médicale en apportant ces informations-là, parce que du coup, le médecin qui va suivre en téléconsultation, il peut s'appuyer sur tout ce que nous, on pousse dans les actions du quotidien pour continuer sa prise en charge. Donc, en fait, c'est vraiment un effet de soutien sur la totalité de la prise en charge et de soutien entre les consultations pour assurer la pérennité ou l'efficacité entre les consultations de tout ce qui est amorcé pendant la consultation pour maintenir cette motivation et essayer de maintenir les effets. Alors, on a un agent qui va suivre d'un point de vue opérationnel pour l'aide à la prise de rendez-vous, une organisation technique assez simple, mais qui va permettre de ne pas les laisser réduire leur motivation et leur engagement sur des enjeux techniques. Il y a une infirmière et un psychologue qui seront là aussi sur le chat. Alors, je dis un ou une, l'idée c'est qu'il y en ait toujours, mais en fait, c'est pour vous donner le type de soutien qu'on apporte. Et donc, les auto-questionnaires dont je vous parlais, qui vont permettre au patient de se poser ses questions pour lui-même, d'une part, mais surtout en y répondant, pour nous, de vous faire une synthèse. Donc, je dis à vous, mais sur les médecins qui suivront ces patients, de pouvoir avoir une synthèse des actions, des réponses aux questionnaires qui ont été fournies, de façon à ce que lorsque vous les revoyez sur la consultation d'après, vous ayez des informations sur ce qui s'est passé, puisque vous n'avez pas besoin de reprendre en téléconsultation ou inversement les sujets sur lesquels il est pertinent de reprendre. Je laisse passer à Saïd après. Oui, et on a juste une nouvelle question. Est-ce qu'il y aura la possibilité de prescription d'APA? Oui, alors la prescription d'APA, en fait, il y a plusieurs aspects. Nous, on va fournir un lien vers une application qui propose des vidéos d'APA. Alors, vous avez peut-être vu quand j'avais fait passer un message sur Carling sur une prof de sport qui a fait des séances d'APA en téléconsultation. Elle a réussi à avoir 2 patientes sur les 5-6 semaines qu'elle avait. Et elle était super contente parce qu'en fait, les 2 patientes, 2 femmes, ont fait respectivement 6 et 4 séances. Donc, elle, c'était en tant que coach, donc c'était en live. Elles étaient super enthousiastes. Elles se sont mis à élargir leur périmètre de marche. Il y en a une qui a dit « j'ai même perdu 1 kilo, alors j'avais jamais arrêté d'en prendre. Et là, j'ai inversé la tendance. » Donc, hyper motivée, hyper engagée. Le principe d'un coaching, pour l'instant, pour nous, c'est un tout petit peu tôt d'avoir les moyens d'offrir un coaching avec une personne dédiée. Mais on n'exclut pas cette possibilité-là dans une version ultérieure. Et donc, entre-temps, on met à disposition des vidéos. Ça n'empêche pas que si vous souhaitez prescrire de la part pour du présentiel, évidemment, vous faites ce que vous voulez, c'est pertinent. Peut-être que les vidéos conviendront à certains patients, peut-être que ça ne conviendra pas à tous, et ce sera une bonne question à poser. Donc, qu'est-ce que les patients attendent de cette prise en charge? Parce qu'on a un petit peu enquêté. D'abord, ils ont besoin d'avoir une relation de confiance. Pour les raisons de grossophobie dont je vous parlais, ils ont besoin de se sentir compris et écoutés. C'est très important et c'est la première étape du soin et je pense que c'est la plus accessible. Mais il faut se poser cette question et il faut faire cette démarche qui est quand même la preuve d'une forme d'attention. Ensuite, il y a un besoin de dialogue parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une interaction constructive et que le patient soit acteur de cette prise en charge. Et pour ça, il faut une information médicale accessible à son niveau de compréhension du fait de son éducation et de son background professionnel et ne pas hésiter à avoir un vocabulaire qui soit rediscuté et adapté pour une bonne compréhension. Et notre sensation, c'est de se dire qu'il ne faut pas se focaliser sur la perte de poids en soi, parce que ça a été l'obsession de leur parcours la plupart du temps. C'est toujours sur le poids que les choses se focus. Et nous, notre intuition, c'est de se dire qu'on ne leur demande pas de perte de poids, on leur demande d'améliorer leur santé et d'améliorer leur qualité de vie. Et bien, si ça passe par la perte de poids, tant mieux. Et de fait, ça va passer par la perte de poids, mais ça ne doit pas être en soi l'objectif, ça doit être un moyen, la perte de poids, et pas un objectif. Et cette amélioration de santé, elle est globale, physique, mentale, parce qu'il y a ces 2 aspects qui vont jouer, et la qualité de vie en général. Donc là, si tu passes sur la slide d'après, vous allez voir la façon dont on... Alors, je pense qu'il y a... non, là, tu es en train de revenir en arrière, je crois. Non. Parce que ça, on l'a déjà fait. Alors, ça, j'ai déjà fait, pardon. C'est moi qui... Vas-y, continue encore. Si tu vas sur cette slide, donc ça, c'est ce qu'on appelle la page sur laquelle vont arriver les patients lorsqu'ils vont... Alors, vous la voyez là sur la version qui se voit sur un ordinateur, mais on a la version aussi sur un smartphone.
pour vous donner une idée de quel genre d'approche, de quel genre de vocabulaire on a choisi d'employer. Ça sera évidemment réadapté en fonction de la façon dont les patients le recevront et nous feront des retours, mais on a des bonnes premières impressions sur les premières enquêtes qu'on a faites. L'idée, c'est d'effectivement déployer et montrer comment on propose d'accompagner les patients en plus de leur consultation. Donc, il y a à la fois les contenus, l'agent administratif qui peut donner un coup de main pour l'organisation et éventuellement avec l'infirmière, à travers le chat, donner aussi des enjeux de motivation, des réponses sur des questions qui pourraient être bloquantes, etc. Impliquer le patient dedans avec la possibilité de noter ou de faire un suivi de la façon dont les choses évoluent en fonction des actions qu'on leur donne et puis qu'on leur propose. Et puis l'objectif effectivement, c'est de s'inscrire dans la durée et pas d'avoir de baguette magique. On précise aussi, parce que c'est vraiment une grosse tendance, vous en avez sûrement déjà entendu parler, que c'est compatible avec les traitements par analogue de GLP-1, mais quand ça ne se résume pas à ça, c'est juste que comme ça, s'il y en a qui se posent la question, ils sauront que ce n'est pas incongru. Voilà. Après, bon, sans aller dans des grands détails, côté patient, donc là, on vous a mis quelques exemples. Ils peuvent prendre rendez-vous, faire la consultation, ça vous le savez, récupérer les documents médicaux. Pardon. Ouais, je pense que tu es passé un petit peu vite, mais bon, ça c'est en gros les informations qu'on va leur passer. Sachez que la façon dont on présente les médecins, c'est ce qu'on fait d'ailleurs pour la santé mentale et qu'on a vocation à déployer sur d'autres spécialités, de nous permettre d'afficher les sujets d'expertise et des approches thérapeutiques. Donc là, pour la santé mentale, ils auront cette vision-là pour essayer d'avoir des professionnels de santé qui soient pour eux plus adaptés dans leur recherche. Et donc, si tu vas sur la salle, voilà celle-là, non, excuse-moi, la salle d'avant, pardon. On revient juste avant, voilà, merci. Ça, c'est un exemple d'informations qu'ils peuvent avoir sur les actions de la journée, les accès qu'ils peuvent avoir, le chat, les exercices d'activité physique adaptée, les conseils nutritionnels, la slide d'après, s'il te plaît, le coaching avec... donc là, c'est les vidéos d'activité physique adaptée, par exemple. Voilà. Donc, il y a des tas de choses qui sont évidemment, pour l'instant, on va démarrer avec une version V0. Et au fur et à mesure, on l'améliorera en fonction des retours des patients et de vos retours pour nous dire si les choses sont utiles, moins utiles, doivent être faites différemment et on saura s'adapter. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ce programme à vous ? C'est parce que si vous voulez vous joindre à nous dans cette logique-là, l'idée, c'est que vous compreniez quel genre de patients vous allez voir. C'est des patients qui vont être soutenus, motivés, engagés et que vous aurez du coup un peu moins de difficultés à prendre en charge. Vous allez pouvoir aussi profiter de cette formation dont je vous parlais de NUVI, qui est sur l'actualisation des connaissances pour la prise en charge de l'obésité, ce qui n'est pas anodin. Que vous pouvez... D'ailleurs, je crois que c'est une formation validante des PC, il faudrait que je vérifie, mais je crois. Vous aurez en plus les informations qui vous seront remontées sur les interactions qu'on aura eues et les actions qui auront été menées dans la période entre vos consultations, ce qui va vous aider aussi pour comprendre quelles ont été les problématiques et quel est le progrès dans la connaissance et dans l'activité des patients. Et puis, on va faire un groupe Carling dédié sur lequel pourront échanger tous les intervenants qui ont choisi de travailler sur ce programme. Alors, les webinaires comme celui d'aujourd'hui, et puis éventuellement d'ailleurs celui de Anne-Sophie Joly dont je parlais, pourront aussi vous aider. Et puis, en fonction des besoins, on pourra être amené à faire des webinaires dédiés pour cette population-là, pour les médecins qui s'en occupent. Je te laisse faire la dernière slide. Donc là, formation dédiée, justement, c'est un exemple pour des cibles. Et c'est très, très bien fait, très facile à gérer et en autonomie, ce qui est quand même plutôt pratique pour les médecins. Voilà, je te laisse mettre la dernière slide. Oui, pardon, moi je t'avais dit que c'était ça, NUVI. Et puis, la dernière slide pour vous dire qu'on a mis quelques liens sur l'enquête épidémiologique et les informations de l'adresse. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop roboratif. Et maintenant, on va prendre les questions et les remarques. Alors, en parlant de NUVI, c'est normal que j'ai l'impression de n'avoir accès qu'à un parcours qui ne semble pas plus adapté à un patient qu'à un médecin. Alors non, ça pour le coup, c'est bien de le remonter. On va regarder pourquoi, parce que normalement, ils sont censés s'adresser au médecin. Je ne sais pas si vous avez des retours différents.
parce que c'est des... Bon, on va regarder. Merci de l'information. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le chat? Donc, les fiches reco, je reviens dessus, c'est-à-dire que tous les contenus qu'on met à disposition des patients, d'abord seront utiles pour vous par rapport à ce que vous pourriez avoir volonté de leur faire passer, parce que ça n'est que basé sur des recos officiels. On n'a rien inventé. On les a mis en forme de façon à être plus digestes et plus faciles à s'approprier, mais c'est des choses qui sont totalement basées sur les recommandations officielles et l'état des sciences du sujet. Et on a des fiches mémo qu'on va enrichir, et donc vous avez déjà un certain nombre. Vous n'êtes peut-être pas tous habitués à nos fiches mémo, mais les fiches mémo, c'est des rappels sur une seule page, que ce soit pour le médecin, pour la prise en charge d'un sujet. D'ailleurs, il n'y a pas que pour l'obésité, mais enfin, on en a mis au moins sur l'obésité. Et des fiches mémo patients qui apportent des informations que vous pouvez vous-même faire passer au patient à la fin de la téléconsultation pour enrichir ses connaissances sur un sujet. Vous les connaissez peut-être sur la cystite, sur l'angine, on les fait aussi sur l'obésité, donc les fameux fiches reco dont vous parlez. Et on pourra aussi vous proposer d'autres contenus si vous avez l'impression que ça peut être utile. Et voilà, et merci. Après, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à faire? Comment ça se passe avec la sécurité sociale? Est-ce qu'on ne pourra pas nous faire des consultations répétées pour des non-malades? Alors, en fait, le principe de notre programme, il n'a pas vocation à imposer un nombre de consultations. Ça ne fait que soutenir une prise en charge qui est décidée par le médecin. Donc, en fait, c'est des téléconsultations comme vous faites actuellement, sauf qu'il y a un côté un peu privilégié. C'est-à-dire que pour le médecin, c'est des patients qui sont un peu plus ciblés, un peu plus éduqués dans leur prise en charge et puis avec un soutien logistique, que ce soit paramédical ou organisationnel, qui est utile pour vous. Et donc, des patients qui potentiellement sont plus engagés. Pour les patients, l'avantage, c'est qu'ils vont avoir un accès facilité parce qu'ils n'auront pas à payer, par exemple, les frais de service, ils n'auront des créneaux dédiés, et c'est un peu l'engagement qu'on demande aux médecins qui veulent bosser avec nous, c'est d'accepter de nous donner des créneaux dédiés pour ces patients-là, ce qui permet aussi de sécuriser un petit peu les interactions et le suivi. Et voilà, et c'est des consultations comme vous faites actuellement. Donc, pour la sécurité sociale, c'est pareil, prise en charge 70% et 30%. Dans le cadre du parcours de soins. Si les patients ont un médecin traitant, ça passe par un médecin traitant. S'ils n'ont pas de médecin traitant, ça passe par les médecins qui travaillent avec nous. En général, ils n'ont pas forcément tous des nutritionnistes, donc s'ils n'en ont pas, ils peuvent venir avec vous sur Care. Et voilà. Ensuite, et donc ils ne sont pas non malades, parce que du coup, à IMC30, ils sont rarement non malades en termes de comorbidité. Et quand bien même ils n'en auraient pas, et bien, très bien pour eux, et c'est pas grave, ils ne sont pas en ALD, mais c'est pas grave, ils ont quand même une raison d'être pris en charge, et ça, je ne pense pas qu'on puisse nous le reprocher aujourd'hui avec près de la moitié de la population qui est en surpoids ou obésité. Et la question sur patients en obésité et pas en surpoids, bien sûr qu'on refusera personne, c'est bien ce que je vous disais au début. On pense que la priorité, c'est ceux qui sont le plus en souffrance parce qu'ils ont atteint un niveau d'obésité qui est vraiment à risque. Mais évidemment, si on peut agir en amont sur des patients qui sont sur la piste, enfin sur le chemin qui les amènerait à une situation d'obésité sévère, il faut les aider dès le début. Donc, s'ils veulent souscrire, on ne les empêchera pas. Bonjour, je n'ai pas bien compris si les patients doivent s'inscrire à un NUV obligatoire participer. Non, pas du tout. Alors, NUV n'a rien à voir avec les patients. Ils n'en verront même pas la première page. La NUV, c'est juste pour vous, si vous souhaitez mettre à jour vos connaissances sur le sujet. Vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé, vous êtes déjà à jour, vous n'êtes pas obligé, personne n'est obligé à rien, et les patients n'ont pas accès à NUV. C'est vraiment que pour vous, et c'est un cadeau qu'on fait parce que c'est payant normalement, et donc nous, on s'est organisé pour que ce soit gratuit pour les médecins qui veulent travailler avec nous. Oui, mais cela ne marchera que sur un suivi régulier, ça je ne vous le fais pas dire, c'est-à-dire que c'est toujours mieux d'avoir, sur une maladie chronique et sur une prise en charge de pathologie chronique, d'avoir un suivi régulier. Et donc ça, après, c'est le médecin qui décide de la régularité, qui décide de la fréquence des consultations, qui décide de renvoyer vers le présentiel ponctuellement s'il y a besoin ou de façon plus durable, qui décide de renvoyer vers un spécialiste complémentaire, etc. Donc ça, vous restez médecin en charge du patient. Nous, on ne se substituera pas à vous et on vient juste essayer de vous soutenir et vous rendre la tâche plus simple parce que ce sont des patients qui sont compliqués à prendre en charge pour les raisons qu'on a évoquées. Et donc, suivi régulier sur 6 mois, oui, c'est ce que je disais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, je suis désolée, je vous saoule avec ma voix. N'hésitez pas à lever la main et à prendre le micro et à même vous présenter si vous voulez, me dire un peu
Alors, si on donne des créneaux dédiés obésité, si ceux-ci ne sont pas faits pour ces consultations, j'espère qu'ils se libéreraient rapidement pour d'autres patients. Bien évidemment, on n'a pas vocation à vous bloquer, vous empêcher de téléconsulter. On se donnera un délai en deçà duquel ils sont remis dans le pool, bien sûr, pour ceux qui ont un contrat sur rendez-vous uniquement. Exactement. C'est gentil, merci Cindy. En tout cas, je veux bien avoir le son de vos voix. Hein, si vous voulez prendre le micro, il vous suffit de lever la main. En tout cas, on espère que ça va avoir l'effet escompté tant auprès des patients qu'auprès des médecins, parce que c'est vrai que parfois, il y a des médecins qui nous disent on voit des patients de toute forme dans notre quotidien, hein, pas forcément qu'en téléconsultation, avec des motivations variées, des connaissances variées de leur pathologie, on essaye de travailler sur ces aspects-là. Pour la première consultation, on ne pourra pas faire des mesures poids et tour de taille, c'est vrai, mais ceci dit, il y a des options. C'est-à-dire que vous pouvez d'abord demander à ce qu'ils soient évalués par leur médecin traitant ou par un médecin en présentiel, ils ne sont peut-être pas forcément très éloignés du soin. Vous pouvez aussi vous appuyer sur ce que peuvent faire les pharmaciens, c'est-à-dire que les pharmaciens peuvent proposer une évaluation du poids et une mesure de tension notamment, de pression artérielle, de tout un tas de choses, de bandage urinaire, comme vous savez. Le tour de taille, ça peut s'expliquer, donc on peut éventuellement discuter de contenu qui pourrait être explicite pour que le tour de taille soit évalué, avec les aléas, que ce ne sera pas forcément fait strictement dans les règles de l'art par rapport à ce qu'un médecin ferait, mais ce n'est pas grave, parce que comme il va falloir évaluer le suivi dans la durée, si le patient le fait d'une certaine façon, a priori, il fera la même façon la fois d'après, donc on pourrait évaluer l'évolution. Ceci dit, c'est assez facile à expliquer pour le tour de taille. Alors, pas simple ou évident d'activer son micro. Normalement, vous levez la main et on vous ouvre la porte, si je m'abuse. Donc, essayez de lever la main et je vais voir si ça marche. Sinon, je peux... Les patients choisissent le médecin sur une liste et après, comment l'inscrire dans notre planning. Alors, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que l'accompagnement par l'agent administratif dont on parlait, qui va être une sorte de conseiller dédié, va être celui qui va être facilitateur de cette prise de rendez-vous. Et en fait, on va faire, en fonction du besoin d'un médecin généraliste pour un débrouillage ou d'un nutritionniste, s'il y a déjà pas besoin d'un débrouillage et qu'on peut attaquer directement avec le nutritionniste, et en fonction des disponibilités du patient, des créneaux qui sont mis à disposition. Et puis, si jamais il y a des critères, je ne sais pas moi, par rapport à un endocrino ou un nutritionniste, et en fonction de ça, se fera le choix. Mais les patients, ils auront le choix entre plusieurs médecins, parce que ce n'est pas nous qui devons restreindre ce choix. Donc, en fonction du nombre de médecins qui proposeront des créneaux dédiés, ils auront ce choix-là. Et après, dans votre planning, en fait, c'est vos créneaux dédiés pour ce sujet-là qui seront occupés. Lorsqu'ils ne seront pas occupés, vous pouvez les remettre dans le pool de créneaux habituels. On a une autre question ici de maintenant les balances avec... Impédance métrique sont très bien. Alors ça, c'est vrai. Vous avez raison. Les balances avec impédance métrique, c'est vachement intéressant. C'est pas forcément évident pour des gens qui ont des niveaux socio-économiques bas. C'est aussi un sujet de discussion de savoir à quelle fréquence on a envie que les patients se pèsent. Et donc, l'investissement peut parfois être un peu compliqué. Les recos, c'est de dire la peser une fois par mois lors des consultes mensuelles. On peut éventuellement, au début, sur la motivation, et pour éviter de passer à côté d'un échec et d'une poursuite de prise de poids, le proposer de façon hebdomadaire, mais pas plus d'une fois par semaine, c'est certain. Donc, est-ce que tous les patients auront la capacité d'investir dans ces balances connectées? Pourquoi pas? Quid du remboursement des patients? Alors, il n'y aura pas de remboursement sur le programme lui-même, puisque ça ne rentre pas dans le cadre d'une prise en charge par la sécurité sociale. On n'exclut pas de les proposer à des mutuelles et des assurances dans un second temps, mais il faut d'abord qu'on fasse nos preuves. Nutritionniste et infirmier. Alors, l'infirmière et la psychologue qui sont sur le chat, c'est inclus dans le forfait qu'ils souscrivent, que les patients souscrivent. Le nutritionniste, c'est le TC, donc c'est la prise en charge habituelle. Et donc, voilà. Et ce sont souvent des consultations assez longues. Alors, ça, c'est vraiment vous qui allez voir la durée que ça prendra. Nous, on a l'impression qu'avec ce qu'on va vous fournir comme résultats de questionnaire en amont, synthèse des actions qui ont été menées, peut-être ça vous fait gagner un petit peu de temps de façon à ce que vous rentriez dans vos frais, parce que vous savez que ce n'est pas nous qui fixons les prix de la Sécu. Donc, effectivement, il y aura peut-être des consultations plus longues. Mais ça, je pense que c'est dans notre quotidien de médecin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
En tout cas, est-ce que, comme ça, de prime abord, le programme vous semble pertinent? Est-ce que vous vous sentez motivé à nous rejoindre? Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des doutes? Ah bah super, merci Cindy, on est contente. Enfin, moi, je suis contente que vous ayez hâte d'expérimenter ça. À côté de moi, j'ai des gens qui participent, alors je vous montre rapidement, qui ont participé à la conception. Donc, quand je dis nous, évidemment, ce n'est pas un travail personnel. Qui ont travaillé à la conception de ce programme. Donc, on est tous très heureux. On a beaucoup passé d'énergie et de temps et tout ça à développer ce programme. On espère vraiment que ça va répondre aux problématiques dans la modeste mesure de ce qu'on peut faire. Absolument, c'est d'abord une nécessité. Merci beaucoup de vos encouragements. On a surtout hâte que vous nous disiez vos retours sur la façon dont vous percevez l'efficacité ou pas de ce qu'on fait. À voir en pratique, absolument. Nous aussi, on est assez prudent. On ne veut pas non plus survendre le truc. On se dit que sur la théorie, ça paraît pertinent. Et puis, on va voir ce que ça fait en vrai, comment on se confronte à la réalité, quel genre de réception on va avoir de la part des patients, comment ils vont adhérer et suivre les recommandations qu'on leur propose et comment vous, médecins, vous allez voir éventuellement une différence entre des patients qui seront pris en charge seulement par vous ou avec le programme pour voir si ça a du sens et si ça vous apporte quelque chose. Mais je crois qu'il y a une autre question en plus. Non. En tout cas, c'est gentil d'avoir cet enthousiasme, on est très touchés. On attend que Cindy tape. Donc, en tout cas, ce qui serait... si ça vous va, on va vous inviter, tous ceux qui avaient manifesté de l'intérêt, on va vous inviter à participer au premier groupe CareLink, enfin au groupe CareLink autour de ce programme. Sachez qu'on ouvre aussi un programme sur la santé mentale qui sera en parallèle, donc vous aurez peut-être des patients ou des interactions avec des gens qui suivront l'un ou l'autre des programmes. Et puis, en fonction de votre motivation, on viendra vers vous pour voir si vous voulez vous joindre à nous. Les enjeux pour vous, c'est de vous engager sur une charte très basique pour dire que vous trouvez que ça a du sens et que vous êtes prêt à dédier quelques créneaux et tenter l'expérience. Ça n'a pas beaucoup plus d'enjeux. Et puis après, on verra au fil de l'eau. Vers qui je peux revenir pour la question de Nuvie? Alors, en fait, on va la prendre en considération. C'est nous qui allons revenir vers vous, Cindy. Je n'ai peut-être pas avancé dans le parcours. Pas assez avancé dans le parcours. Ça, je vous laisse avancer. Oui, effectivement, pour la santé mentale, de toute façon, les webinaires s'enchaînent, mais ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez des replays. Ça, c'est enregistré, vous pourrez regarder quand vous voulez, y compris pour la santé mentale. Et puis après, on ne vous oblige pas à participer à tous les programmes tout de suite, mais si jamais vous trouvez que ça a du sens sur l'un, peut-être que vous trouverez que ça a du sens sur l'autre aussi. Je suis curieuse de voir si ça marche. Là, j'ai fait beaucoup de suites de points présentiels. Là, c'est différent. C'est un peu ce qu'on espère, c'est-à-dire qu'on va apporter une nouvelle façon d'aborder le truc en se disant que la téléconsultation, ça fait tomber des barrières d'organisation, de déplacement, de désinhibition, et que peut-être ça peut être la petite différence qui fera l'effet. Voilà. En tout cas, c'est vraiment sympa que vous soyez enthousiastes parce que quand on voit l'investissement qu'on a fait en temps, en énergie et en espoir que ça marche, c'est cool que ça corresponde un peu à votre... que vous le receviez bien, quoi. Donc, je ne sais pas si... On va juste attendre que Jean-Marie ait fini de taper son message et puis après, on va vous libérer parce qu'on sait que vos journées sont longues. Et puis, évidemment, on reste absolument disponible. On vous recontactera du coup entre l'invitation sur le groupe CareLink et puis peut-être qu'on va vous envoyer un mail avec la charte et l'information. Alors, tout à fait, Jean-Marie, la santé mentale est complémentaire. C'est pour ça que les personnes qui vont être sur le chat, quand je vous ai parlé d'une infirmière, il y a aussi une psychologue, en fait, elles vont être aussi sur le chat côté santé mentale et qu'il est possible qu'il y ait des passerelles entre les deux programmes parce qu'effectivement, il y en a qui ont un vrai problème de santé mentale et un vrai problème de surpoids. Et chez CARE, notre idée, c'est qu'on ne distingue pas le corps et la tête, le corps et l'esprit. Et donc, on propose de tout et on fait pas on essaie de ne pas faire de silos. Là, on essaye d'être ciblé pour des actions ciblées, mais en tout cas, on fait interconnecter les uns les autres. Vous avez la possibilité sur CareLink d'échanger avec des professionnels de santé mentale et de trouver des réponses à des questions que vous pouvez vous poser. Voilà, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Voilà, merci beaucoup, Cindy, c'est une belle façon de conclure. Merci à vous, et puis on reste disponible si vous avez des questions complémentaires et on se retrouvera sur le groupe CareLink. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bonne soirée à tous. Bonne soirée. On va être harcelé de demandes Ozempic. Alors ça, c'est un peu le sujet et c'est aussi pour ça qu'on va recadrer en disant que ce n'est pas un médicament miracle, qu'il a des effets secondaires, qu'il a des effets positifs, bien sûr, on doit respecter les recommandations HAS, l'AMM, etc. Mais justement, l'éducation qu'on va proposer à côté devrait normalement faire en sorte que les patients soient plus éclairés sur leurs demandes et que les analogues de GLP-1 ne soient pas l'alpha et l'oméga du sujet. Mais effectivement, il y a un effet qui est prouvé sur ces populations-là, donc c'est possible que vous ayez ces demandes. Normalement, pour l'instant, c'est encore les nutritionnistes et les endocrinos qui doivent amorcer la prescription. Les médecins généralistes peuvent renouveler. Il est possible que ça évolue parce qu'il y a des discussions en cours. Mais ça, on sera amené éventuellement à vous redonner des informations pour ceux qui se sentent moins à l'aise avec ces sujets-là. Merci et bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Bravo. J'enlève des marques en train de... Ah, c'est bon.